Atout Santé, une émission réalisée avec le soutien de Novartis. Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Ce soir, nous allons parler de l'acromégalie, qui est une maladie rare et insidieuse, puisque les manifestations de cette maladie sont très longues, mettent du temps à se développer et à être diagnostiquées. Rare parce qu'on estime qu'une personne sur 15 à 25 000 est atteinte de la maladie et finalement, vous avez 3 à 5 nouveaux cas par an et par million d'habitants qui sont diagnostiqués. Alors, cette maladie est due à un excès d'hormones de croissance et ça se traduit par différents signes que nous allons développer ce soir. Alors, qu'est-ce que l'acromégalie? Comment est-elle diagnostiquée? Pourquoi elle est sous-diagnostiquée? Et quelle est la prise en charge? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons sur le plateau nos invités. Donc, professeur Thierry Bru, bonjour. Vous êtes chef du service d'endocrinologie, diabète et des maladies métaboliques à Marseille. Bonjour. Madame Catherine Lançon, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Acromégale, pas seulement, excusez-moi, j'ai écorché. Monsieur Devez, bonjour. Donc vous êtes un patient, nous allons suivre au travers d'un premier reportage votre quotidien. Et le docteur Anne Barlier, qui sera notre chroniqueuse. Bonjour. Vous êtes chef de service de génétique moléculaire et professeur en biologie moléculaire. Donc bonjour à tous. Avant de voir le reportage qui vous est consacré, Monsieur Devez, Monsieur Bru, en quelques mots, la définition, qu'est-ce que l'acromégalie? Alors, vous l'avez dit, l'acromégalie est une maladie rare, donc il y a à peu près 10 000 patients en France, et c'est une maladie qui est due à une tumeur bénigne, mais une tumeur qui se développe dans une petite glande qu'on appelle la glande hypophyse, qui se trouve sous le cerveau, dans la boîte crânienne, mais disons derrière les sinus, derrière le nez. Et cette tumeur va sécréter un excès d'hormones de croissance. Et du coup, cette hormone de croissance en excès va entraîner des déformations des mains, des pieds et différentes complications dans l'organisme qui font que c'est une maladie qui, au final, est une maladie grave parce qu'elle va entraîner beaucoup de conséquences. Je crois qu'au travers du reportage que nous allons voir maintenant, qui nous a suivis, M. Devez, nous allons illustrer tout ce que vous venez de dire. Donc, nous nous retrouvons après le reportage. Je m'appelle Didier Devez, j'ai maintenant 64 ans et ma maladie a été découverte, somme toute récemment, en 2012, donc j'avais 62 ans. C'est une maladie très très rare, il n'y a que 70 patients à peu près par an, 70 cas par an qui sont découverts, on est 8000 en France à avoir cette maladie. C'est une maladie qui est difficilement détectable parce qu'en fait, c'est insidieusement qu'elle progresse. Les symptômes ne sont pas toujours très très clairs, c'est difficile de dire « Ah oui, vous avez une acromégalie ». Dans la réalité, vous avez plein de petits problèmes et c'est la somme de ces problèmes qui permet de dire « Oh, mais on pourrait vous suspecter d'acromégalie ». Alors, dans les symptômes, je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a des aspects très négatifs qui deviennent de plus en plus négatifs avec le temps, et d'autres qui se révèlent un peu positifs. Les acromégales ont un excès d'hormones de croissance qui provoque la croissance des tissus mous, le visage, les viscères, les os plats, un accroissement de la taille du cœur. Après, dans les aspects positifs, vous avez une énergie fantastique, puisque vous avez une hormone de croissance qui, sans arrêt, sans cesse, vous donne de l'énergie et fait que moi, je travaillais 15 heures par jour, je travaillais 5 jours, 6 jours, 7 jours par semaine, c'était pas un souci. Ça pouvait même paraître quelque chose de difficile pour les gens qui m'entouraient, et professionnellement ou familialement, parce que j'étais toujours en activité. Le traitement hormonal est destiné à réduire la présence d'hormones de croissance, mais aussi à préparer l'opération. Cette opération, elle se fait par le nez, et on va retirer la partie malade, l'adénome, de l'hypophyse. C'est une opération complexe qui nécessite d'avoir des équipes très très compétentes. Si l'opération est une réussite, tous les symptômes disparaissent, sauf ceux qui sont permanents, c'est-à-dire tout ce qui est osseux, c'est-à-dire la croissance des os, elle reste présente, mais tout le reste régresse naturellement et s'élimine avec le temps. Donc la raison pour laquelle je témoigne, c'est d'aider évidemment les autres patients qui sont victimes d'acromégalie, mais aussi peut-être le corps médical
qui a peu de temps passé sur les maladies hypophysaires et qui ne détecte pas suffisamment tôt la présence de cette maladie. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les uns et les autres à mieux prendre en compte cette maladie qui, si elle est prise, si elle est soignée très très tôt, élimine tous les risques inhérents à la maladie. Voilà. De retour sur le plateau d'Atout Santé, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, nous parlons aujourd'hui de l'acromégalie. Pour rebondir sur ce reportage, professeur Bru, on a vu que le diagnostic n'était pas facile. Pour nos téléspectateurs, quels sont les petits signes cliniques qui peuvent suspecter ce diagnostic-là et faire consulter ? Alors, je crois que chez un adulte, le fait de changer de pointure, par exemple de faire 42 à 20 ans et 44, 45 à 40 ans, c'est quelque chose qui est tout à fait inhabituel, qui doit attirer l'attention. Le fait de changer plusieurs fois de taille de bague, d'avoir besoin d'élargir l'alliance ou les bagues, le fait de modifier progressivement son visage par un élargissement de la mâchoire, ça doit attirer l'attention. D'accord. Et donc on a vu au travers du reportage qu'il y avait un traitement, bien sûr. Si ce n'est pas pris à temps, si ce n'est pas traité, quelles sont les évolutions possibles? Et en gros, la question, c'est peut-on mourir d'acromégalie? Alors oui, il y a des complications graves, générales, qui font qu'on estime qu'il y a environ 10 ans d'espérance de vie perdue pour les patients qui ne sont pas contrôlés pour cette maladie. Heureusement, maintenant, on arrive à les contrôler. Mais il y a des complications, surtout au niveau du cœur, qui grossit. Ça fait aussi monter la tension, donc l'hypertension artérielle, et le sucre, donc du diabète. Donc, ce sont les principales complications de la maladie. Qui ne sont pas anodines, d'accord. Alors, Madame Lançon, je me tourne vers vous. Quelle est l'origine de votre association? Je répète, non, c'est Acromégale, pas seulement. En fait, l'origine, c'est mon fils, puisqu'en fait, moi, je ne suis pas acromégale, je suis maman d'acromégale. Donc, mon fils a été diagnostiqué en 2012, à l'âge de 18 ans. Donc, je me suis d'abord un peu concentrée sur lui, sur l'intervention chirurgicale, enfin, tout ce qui s'en suivait, attendre qu'il aille un petit peu mieux, ce qui nous a pris quand même 3 ans. Et puis, au bout de 3 ans, donc en 2015, entre-temps, j'avais évidemment cherché un petit peu sur Internet du soutien. J'en ai pas trouvé. En tout cas, il n'y avait pas d'association. J'ai trouvé quelques patients avec qui j'ai commencé à nouer des contacts. Donc, on était un petit noyau de 5-6 à rester en contact. Et en 2015, on s'est dit, là, maintenant, il est temps de faire quelque chose. Et quels sont vos objectifs? C'est aider le patient, les familles de patients? Bien sûr, bien sûr. Évidemment, avant tout, c'est vrai que ça permet d'éviter l'isolement. Et ça, c'est terrible en acromégalie. C'est vraiment cette sensation d'isolement parce que, oui, c'est une maladie rare. Donc, il y a quand même peu de chances d'avoir son meilleur ami qui soit aussi acromégale, enfin, je veux dire, de rencontrer dans sa vie. Donc, c'est un vrai isolement parce que tout le parcours de l'acromégale avant le diagnostic est très compliqué. Donc, c'est beaucoup d'errance, beaucoup de questionnements. On n'est pas entendu, on n'est pas compris. Voilà. Donc, c'est vraiment, effectivement, en tout cas pour nos adhérents, un besoin de pouvoir parler, échanger, se raconter. Ça, c'est une évidence côté patient. Après, on a aussi un combat qui est, je crois, le combat de tous les médecins aussi, c'est d'arriver à réduire terriblement cette errance diagnostique qui n'est pas supportable pour nous. Je pense qu'elle ne l'est pas non plus pour les médecins. Voilà, c'est du temps perdu. Et comment intervenez-vous auprès des patients? C'est-à-dire que vous travaillez dans l'hôpital, à l'extérieur? Comment peut-on vous contacter? Alors, nous avons nous n'avons que 2 ans et demi d'existence, mais je crois qu'on a déjà bien avancé. Alors, on peut nous contacter. On est principalement suivi, évidemment. On a une page Facebook, donc là, c'est très facile pour nous contacter. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup d'acromégales nous contactent. On organise. Alors, on travaille en lien étroit avec le service de M. Bru, qui depuis le début a accepté d'être notre caution scientifique à l'association. On travaille particulièrement avec le Dr Albarel, effectivement, sur des programmes d'éducation, d'ateliers thérapeutiques. On travaille sur des carnets patients. On a un projet en cours là en ce moment. Enfin, voilà, on travaille effectivement avec le corps médical et puis pour nos contacts des patients tout le temps. Voilà. Par exemple, si on se tourne vers vous, Monsieur Devez, par rapport à cette association, j'imagine qu'à l'époque où le diagnostic a été posé, ça vous aurait bien servi. Alors, absolument, d'autant que sur Internet, on voit beaucoup de bêtises. Donc, d'avoir un site qui est vraiment fiable, avec des informations qui sont raisonnables,
c'est un élément important. Justement, si on se tourne vers vous, votre propre histoire, on l'a vu dans le reportage, quels sont, vous, les signes de la maladie qui vous ont mis la puce à l'oreille? Alors en fait, c'est presque une panoplie. J'avais pratiquement tous les symptômes possibles, puisque dans mon cas, la maladie a débuté probablement à l'âge de 20 ans. Et j'avais déjà des choses comme par exemple les sudations extrêmes, qui sont un élément reconnaissable. J'avais, à 20 ans, je transpirais beaucoup, et si je faisais un effort, c'était vraiment quelque chose d'extrême. Donc, après, j'ai eu les cornets qui poussaient, j'avais le cœur qui était trop gros, 135%, j'avais des apnées, j'avais des polypes colorectaux, donc voilà, toutes les, je dirais, pratiquement les pointures qui changeaient, la bague, l'alliance que je ne pouvais plus porter, etc. Donc, et c'est de façon tout à fait fortuite que mon médecin traitant m'a envoyé voir un endocrinologue dans ma ville, et l'endocrinologue m'a dit « Oh, vous avez quelque chose ». Et il m'a envoyé voir le professeur Bru. Alors justement, vous avez eu tous ces signes. Je me retourne vers vous, professeur Bru. On a tous ces signes. Quel est, en 2 mots, comment pose-t-on le diagnostic formel? C'est un dosage hormonal? C'est une IRM? Comment fait-on le diagnostic? Oui, alors on peut très facilement confirmer le diagnostic avec un dosage d'une hormone qui s'appelle l'IGF-1 et qui traduit le fait qu'il y a un excès d'hormones de croissance. Donc le diagnostic, une fois qu'on l'a suspecté, est très facile à faire. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de faire une IRM hypophysaire pour identifier la tumeur. Mais ça, c'est également, il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Donc on peut assez facilement identifier la tumeur sur cette IRM. Nous vous remercions pour votre présence et pour votre témoignage. Et nous allons laisser la parole au docteur Anne Barlier pour la chronique pédagogique. La question que se posent légitimement les patients atteints de cette maladie, c'est y a-t-il un risque de transmettre cette maladie à mes enfants? Autrement dit, est-ce que cette maladie est héréditaire? Heureusement, elle est rarement héréditaire puisque cela ne concerne que 5% des patients. Le patient est à ce moment-là porteur d'un gène malade que l'on peut facilement détecter par une prise de sang suivie d'une analyse génétique. Si le patient est effectivement porteur de ce gène malade, il a un risque sur 2 de transmettre ce gène à ses enfants. Mais ces enfants qui sont porteurs de ce gène malade n'ont pas un risque de 100% de développer la maladie. Ce risque n'est évalué actuellement qu'entre 30 et 60% des cas. Alors la question est finalement, y a-t-il nécessité de faire une analyse génétique pour l'ensemble des patients? En fait, les résultats ont montré que ce n'était nécessaire que pour les patients ayant développé leur maladie tôt dans leur vie, c'est-à-dire à l'âge de jeunes adultes, avant 30 ans, ou bien sûr chez les enfants. Au-delà de 30 ans, le risque que ce soit une maladie héréditaire est trop faible. Il n'est donc pas justifié de réaliser une analyse génétique. Donc, avant 30 ans, cette analyse génétique est fortement conseillée et d'autant plus conseillée chez les enfants, puisque chez les enfants, le risque d'une maladie héréditaire est évalué à 30%. Donc, chez les enfants qui ont développé une croissance excessive et qui ont développé ce qu'on appelle donc un gigantisme, il est fortement conseillé de consulter pour rechercher une acromégalie. Et si l'acromégalie est confirmée, il est à ce moment-là fortement conseillé de faire cette analyse génétique, bien sûr, avec le consentement des parents. Et cela pourra avoir, bien sûr, des conséquences importantes pour les propres enfants de ces patients. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Donc nous allons parler dans cette seconde partie de l'émission du traitement et de la prise en charge du patient. Et pour introduire ce débat, nous allons tout d'abord voir un reportage et suivre le docteur Frédéric Albarel et madame Isabelle Pellegrini qui vont nous présenter les séances d'éducation thérapeutique. C'est un reportage présenté par Patrick Loez. L'acromégalie, c'est une maladie de l'hypophyse qui développe en son sein un petit adénome, donc c'est une petite lésion qui est toujours bénigne, d'accord? On parle ici de tumeur bénigne, pas de cancer, mais cette tumeur bénigne, elle nous embête parce qu'elle va fabriquer de l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, comme son nom l'indique, va faire croître l'ensemble de notre corps.
Donc quand ça arrive chez l'enfant, les enfants vont être très grands, parce que la croissance va être extrêmement importante. Quand ça arrive chez l'adulte, nos os sont soudés, donc nous ne pouvons plus grandir, mais nous avons des organes à l'intérieur de notre corps qui, eux, peuvent grandir. Ce sont des patients qui arrivent chez nous souvent après un très long parcours, des années d'errance diagnostique, au cours desquels ils ont eu à supporter beaucoup de symptômes pour lesquels personne n'arrivait à les regrouper sous un terme précis. Donc c'est un soulagement, finalement, l'annonce du diagnostic, d'une certaine manière, ça peut être un soulagement pour le patient, parce que ça met un stop à cette errance, ça pose les choses, et le médecin lui annonce aussi qu'il va y avoir des moyens thérapeutiques pour se soigner. Et donc cette glande, en fait, elle va fabriquer différents types d'hormones qui vont contrôler soit des fonctions, soit qui vont contrôler des organes. Les patients ont plein de questions pour le médecin, mais aussi au niveau de l'évolution de leur vie, parce que finalement, leurs traits ont changé, petit à petit, c'est quelque chose qui se fait très progressivement. Et donc l'image des autres et le regard des autres vis-à-vis d'eux, quelque part, est compliqué à gérer. Donc on va les accompagner dans le diagnostic, mais également dans le vécu de cette maladie, initialement, puis à plus long terme. Parce que derrière, cette maladie, elle va être traitée. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce qu'on appelle un programme d'éducation thérapeutique, ETP, qui est une complémentaire, si vous voulez, de la prise en charge médicale, psychologique et bien sûr paramédicale de ces patients. C'est un programme qui est totalement novateur puisque c'est le seul aujourd'hui qui intervient au niveau de l'hypophyse en France. Et il consiste en fait en un certain nombre d'ateliers où les patients vont rencontrer d'autres personnes qui ont également des pathologies hypophysaires. Et donc on va apprendre au sein de ces ateliers aux patients à gérer sa maladie au quotidien, à être plus autonome dans sa maladie, puisque c'est une maladie rare, c'est important que le patient connaisse bien sa maladie. Ça les sort de leur isolement, ça leur permet de parler avec des mots qui ne sont pas les mots du médecin, et puis d'une façon différente aussi, avec leur entourage, de parler de leur maladie avec des gens qui vivent la même chose. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous traitons aujourd'hui de l'acromégalie. Restez à nos côtés le professeur Thierry Bru, rebonsoir, et Madame Catherine Lançon, qui était présente avec nous sur le premier plateau. Nous accueillons sur ce second plateau le docteur Frédéric Albarel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin coordinatrice des séances d'éducation thérapeutique, comme on vient de le voir. Et Madame Chantal Morvan, qui est une patiente. Et nous allons tout de suite démarrer par votre témoignage, puisque vous avez été ce qu'on appelait guéri depuis 2015. En quelques mots, pouvez-vous nous raconter la découverte de votre maladie, un peu comment ça s'est passé ? Alors, quelques mots, ça va être difficile, mais bon, je vais quand même essayer l'exercice. Je suis quelqu'un de relativement dynamique et qui ne m'écoute pas trop, sauf qu'à un moment donné de mon existence, j'ai commencé à avoir un certain nombre de symptômes un petit peu invalidants, mais à minima. Si j'ai pu aujourd'hui dater ce début, je dirais 1997, j'avais donc 32 ans, j'ai été diagnostiquée, j'ai, on va dire, étiqueté ma maladie en 2007 et j'ai été déclarée guérie en 2015. Progressivement, disons qu'il y avait tout un tas de symptômes qui, on va dire, additionnés les uns aux autres, au bout d'un moment, sont devenus très invalidants. Et alors quand on dit guéri, ça veut dire traité ? Ça veut dire traiter, bien sûr, opérer, votre bien traitement, sûr, voilà. Donc, dans un premier temps, quand le professeur Bru a confirmé mes doutes, j'ai eu des traitements par piqûre. Ensuite, j'ai eu une intervention chirurgicale par le professeur Dufour, qui malheureusement n'a pas suffi, puisque même s'il a enlevé une grande partie de l'adénome, j'ai continué à avoir des symptômes et surtout de la production d'IGF-1. J'ai donc bénéficié très rapidement du Gamma Knife par le professeur Régis. Et on m'avait annoncé, alors dans l'intermède, j'avais des piqûres tous les jours que je me faisais moi-même, qui étaient très contraignantes parce qu'il fallait garder au frigo, faire ses mélanges. J'étais très fatiguée, épuisée, etc. Et grâce au Gamma Knife, très rapidement, contrairement à ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'en principe, entre le Gamma Knife et la fin de l'arrêt des piqûres, il faut compter entre 2 et 5 ans. C'est ce qui m'avait été annoncé en tout cas. Au bout d'un mois, après le Gamma Knife, j'ai pu me passer des piqûres. C'était donc en 2009 et depuis, je n'en ai plus.
D'accord. Alors, peut-être, professeur Bru, je me tourne vers vous. Pour expliquer peut-être à nos téléspectateurs, on a parlé de traitement par Gamma Knife, par piqûre. Quelles sont ces piqûres et quel est ce traitement dont Mme Morvan parle? Voilà, l'exemple ici est tout à fait une bonne illustration puisque nous avons plusieurs moyens thérapeutiques dans cette maladie. Et le premier, c'est quand même la chirurgie puisqu'elle permet de guérir plus de la moitié des patients. Ça dépend évidemment de chaque forme, mais c'est quand même le traitement de première intention, même si on prépare le patient pour que la chirurgie se passe mieux avec un traitement médical pendant quelques mois, dans certains cas, c'est la chirurgie qui est ce qu'on appelle le traitement de première ligne. Le gold standard. Oui. Mais on dispose aussi d'autres moyens, et en particulier de médicaments, qui maintenant sont donnés la plupart du temps en injection tous les mois, qui permettent, chez la plupart des patients, de contrôler les cas qui n'ont pas pu l'être par la chirurgie. Et puis, on a d'autres médicaments encore qui, cette fois, sont administrés par injection quotidienne, qui peuvent permettre de résoudre les problèmes des patients qui ne sont pas guéris autrement par les injections tous les mois. D'accord, mais on retient que le traitement de base, c'est le traitement chirurgical. Ouais. Et puis, on a donc les possibilités de traitement par certaines formes de radiothérapie très focalisées, très ciblées, ce qu'on appelle le Gamma Knife, par exemple, ou d'autres formes similaires, qui permettent aussi de guérir les patients quand la chirurgie n'a pas permis de les guérir. Très bien. Donc, docteur Albarel, on a vu le reportage, ce reportage des séances d'éducation thérapeutique. Alors, quels sont les objectifs de ces séances? C'est de faire comprendre la maladie aux patients? Quel est l'objectif? Alors il y a un certain nombre d'objectifs, bien sûr, d'aider le patient à comprendre sa maladie quelque part. Et puis comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une maladie qui est chronique pour certains patients, notamment Mme Morvan qui a eu des injections, d'abord mensuelles puis quotidiennes, un traitement par Gamma Knife, tout ça, il faut déjà aider le patient à comprendre tout ça, la prise en charge de sa maladie, l'accompagner dans sa maladie, l'aider à faire ses injections, parce que c'est pas facile de faire des injections à long terme, pour comprendre derrière dans quel objectif on fait tout ça. Donc il y a effectivement tout ce qui est ce qu'on appelle nous des compétences, des connaissances. Et puis il y a tout ce qui est aussi vivre avec sa maladie. Donc ça, il y a tout un côté un petit peu ce que nous on appelle entre guillemets psychosocial pour aider le patient au quotidien à vivre avec sa maladie. Donc il y a plusieurs phases. Il y a un moment en fait d'accompagnement au diagnostic, un moment d'accompagnement plus sur le plan un petit peu suivi à long terme, et puis le témoignage parfois de gens qui viennent nous raconter justement qu'ils sont guéris et qui donnent un petit peu d'espoir aux patients. Et quand vous avez eu cette idée de mettre en place l'éducation thérapeutique, est-ce que vous avez senti un avant, un après? Est-ce qu'il y a eu une modification de la prise en charge de cette maladie? Est-ce que les patients ont été, par ces séances d'éducation thérapeutique, plus à l'écoute et finalement ont plus adhéré au traitement? Alors, je pense qu'effectivement, c'est une maladie donc rare, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, je vais vous parler un petit peu au cas par cas, puisqu'il y a un certain nombre de patients qui vont suivre ces ateliers. Et puis, ces ateliers ne sont pas obligatoires. Ça ne va pas non plus s'adresser à tout le monde. Pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation, parce qu'il y a certaines personnes qui vont en avoir besoin, qui en ressentent le besoin, ou à qui on va le proposer, parce que ça s'adresse effectivement à eux. Il y a des gens à qui, finalement, qui préfèrent être accompagnés au quotidien, enfin, en consultation, par leur médecin référent, et qui ne voudront pas le faire. Donc, bien sûr, on s'adapte aux patients. Oui, ces patients-là, je pense qu'il faut le demander directement aux patients qui ont suivi les ateliers, mais nous, on a la sensation, on espère leur faire du bien dans le vécu de leur maladie. Très bien, écoutez, nous avons beaucoup parlé de traitement chirurgical. Je vous propose, grâce à un reportage, nous allons suivre le professeur Dufour pour voir finalement à quoi consiste ce traitement chirurgical. C'est une intervention qui se conduit bien entendu sous anesthésie générale, qui normalement emprunte les voies naturelles. Il n'y a pas d'ouverture extérieure, on passe par les fosses nasales, puis ensuite par les sinus. Et schématiquement, le toit du dernier sinus que l'on trouve en ouvrant les fosses nasales correspond au plancher de là où se situe l'hypophyse, donc là où se situe l'adénome. Dans le cas particulier, on a utilisé un système de neuronavigation. C'est un système de guidage intraopératoire qui permet de ne pas se perdre, d'être certain de ses repères anatomiques. C'est particulièrement utile, soit quand il y a des variations anatomiques qui font qu'on n'est pas dans les repères habituels, soit que ces repères ont été perdus de par une intervention précédente, ce qui a été le cas de la patiente. Les difficultés de cette intervention, c'est qu'on est dans un espace très confiné. Vous voyez le champ opératoire à travers une caméra branchée sur un endoscope et sur une télévision. D'abord, il y a donc tout un apprentissage de pouvoir travailler à distance du champ opératoire, un peu comme les jeux vidéo. Et ensuite, on est quand même cerné par de
potentiels éléments qu'il ne faut pas léser pour éviter les complications. Il y a la carotide interne, les sinus caverneux, l'arachnoïde avec le liquide céphalorachidien. Les complications sont rares, mais potentiellement relativement graves, parce que c'est une intervention qui est relativement simple quand on respecte certaines règles, mais les dangers nous guettent à chaque recoin de l'adénome. La chirurgie est réputée comme étant le traitement de référence. Bon. Malheureusement, la chirurgie ne peut, dans le meilleur des cas, que permettre la rémission ou la guérison que de 7 malades sur 10 à peu près, 6 à 7 malades sur 10. Ça dépend de la taille de l'adénome, ça dépend de la localisation exacte de l'adénome et ça dépend de l'extension de l'adénome. De retour sur le plateau d'Atout Santé, professeur Bru, nous avons vu le traitement chirurgical. Existe-t-il une possibilité de dépistage précoce de cette maladie et finalement qui pourrait permettre de traiter plus rapidement les patients? Oui, alors c'est un objectif qu'on a, c'est d'essayer de diagnostiquer plus tôt cette maladie parce qu'on estime qu'il y a environ une dizaine d'années de retard au diagnostic, parce qu'elle évolue de manière très insidieuse. Donc on espère qu'en informant mieux les professionnels de santé et même le grand public sur cette maladie rare, on pourra la diagnostiquer plus tôt. D'accord. Donc Madame Morvan, Madame Lançon, il nous reste 1 minute. Quel est le message que vous voulez passer à la population pour la sensibilisation? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez passer? Je pense que le message principal, c'est déjà d'en parler. Ça, c'est le primordial. Ouais. Il faut parler de l'acromégalie, dire le mot, ne pas avoir peur, dire ce que c'est, en parler, essayer de communiquer, participer voilà, à la journée mondiale des maladies rares, journée mondiale de l'acromégalie le 1er novembre. Je vous invite, le 1er novembre, suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le 28, Facebook, acromégale pas seulement. Suivez tout ce qui se passe sur les réseaux, parlez-en. Je pense que c'est notre mission et je pense que c'est le travail de tout le monde. Merci à tous les 4 d'avoir été présents sur notre plateau et d'avoir informé nos téléspectateurs. C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions donc tous les intervenants, les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis, sachez que vous pouvez visionner notre émission sur notre chaîne YouTube Atout Santé et nous adresser vos commentaires sur Facebook ou vos questions sur Facebook ou Twitter Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.